Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Vendredis de la Recherche, donc une émission proposée par l'Université de Nîmes. Aujourd'hui, on se retrouve avec Nicolas Leroy. Bonjour Nicolas. Bonjour Yannick. Donc Nicolas est professeur d'histoire du droit et donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de ses thématiques de recherche et on va voir un petit peu, essayer de voir un petit peu ce qu'on peut aborder comme sujet en lien avec cette recherche en histoire du droit. Et on fera un petit point thématique sur la question de la laïcité. Donc Nicolas, je te propose de commencer avec la première rubrique qui est le qui es-tu, que fais-tu? Donc une petite présentation finalement assez succincte De qui je suis, voilà, c'est ça. qu'est-ce que je fais? Tout à fait. Donc qui je suis? Tu l'as dit, hein, donc Nicolas Leroy, je suis professeur d'histoire du droit à l'Université de Nîmes depuis maintenant 14 ans. Donc ça commence à faire un petit peu. Oui. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc j'enseigne toute une série de disciplines à l'Université de Nîmes, hein, en première, deuxième année. J'en ai enseigné en troisième, en quatrième année précédemment également, enfin master. En droit, par contre, je suis un juriste de formation, hein, même si je fais de l'histoire du droit, on va y revenir, mais l'histoire du droit est une discipline juridique. C'est une des trois grandes disciplines juridiques. Et puis, à côté de ça, j'ai d'autres activités, hein. J'assure des responsabilités d'encadrement au sein de l'université. Et puis, j'ai des activités sur Twitch également, puisque Effectivement, un petit une peu. Non, émission. mais c'est prévu, on va en parler. Donc en activité administrative, bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'établissement et qui ne nous suivent pas trop sur Twitch aussi, donc Nicolas est vice-président administration, finance et relations internationales Ouais. de l'établissement. Donc on le mentionne quand même parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Un petit Donc peu, ouais, un petit peu. donc c'est quand même bien de remettre un petit peu les choses dans le contexte. Et puis engagé sur ce type de mission depuis quand même quelques années maintenant, hein. Enfin, pas sur Alors, cette sur cette vice-présidence-là, vice-présidence, mais ça fait 2 ans. Auparavant, j'avais été vice-président en charge des formations de la vie étudiante pendant, là, pour le coup, 8 ans, quasiment, hein. Donc oui, ça fait quelques années, ouais. très bien. Et donc, effectivement, en parallèle, Nicolas est Oh. notre principal animateur de la chaîne Twitch de l'université, puisqu'il propose un stream un mardi sur deux à 18h, qui s'appelle Le Roi de l'Histoire. Il a tenu absolument à ce que ça s'appelle Ouais, comme ça. c'est un nom que vous m'avez soumis, hein, C'est mais ça. que vous avez soumis de On manière était un petit peu tellement, autoritaire. On on se était croirait dans tellement un autre fiers. pays, tiens. Voilà. Donc, je suis Vladimir Martiquet. Vladimir Martiki, Voilà. Martikine. Martikin, oui, c'est pas mal. Et donc oui, non, mais alors moi je voulais m'arrêter quand même un petit peu sur ce programme-là, puisque donc combien il y a eu d'émissions? On est sur une vingtaine peut-être? Je crois qu'on doit être à 16 ou 18, je me souviens plus. Je crois que ça fait 10 cette année, plus l'année dernière, on avait eu 6 ou 8, je me souviens plus. Donc Ouais, ouais, c'est ça ça. doit être Oui, dans donc ces eaux-là. on est entre 15 et 20, donc programme très récurrent pour ceux qui le suivent. Euh, Non, au final, bon, on va peut-être pas reprendre la présentation de tout le programme. En fait, c'est des approches historiques et thématiques Ouais, ouais, ouais. autour d'un thème. Il y a deux angles en fait, hein. Et j'alterne entre les deux. Je reçois des chercheurs, hein, en histoire, histoire du droit, pour qu'ils présentent un petit peu une thématique sur laquelle ils travaillent. Donc là, on est sur des choses qui sont extrêmement variées, puisqu'on est passé de l'histoire de la prostitution aux routes de la soie, en passant par la musique sous l'Ancien Régime ou les croisades. Et la prochaine, typiquement, ça va être d'ailleurs quelqu'un qui n'est pas spécialement historien ou historienne, ça va être sur l'histoire de la vaccination. Donc voilà, c'est extrêmement variable. Et puis l'autre côté, c'est les émissions que j'assure seul, en tout cas seul face à la caméra. Et là, on est sur des émissions qui se veulent des approfondissements historiques des questions d'actualité, en fait, de donner un petit peu de profondeur historique. Je trouve que c'est important pour comprendre ce qui se passe, d'avoir un regard un petit peu qui est distancié par rapport à l'actualité. Et donc là, c'est pareil, on a vu des choses extrêmement variées. Soit ça va être en lien avec des commémorations ou des anniversaires. Il y a eu l'histoire de la Commune, par exemple, ou le canal de Suez, parce que c'était en lien avec une question d'actualité à l'époque où il y a un bateau qui était mis en travers, qui s'était mis en travers du canal de Suez.
soit c'est vraiment quelque chose qui va être lié à un problème d'actualité. Bon, là, le cas de Suez, c'était ça, hein, c'était pas une commémoration. Et puis, bon, bah, là, on a fait l'histoire de l'URSS. On parle beaucoup de la Russie en ce moment. Donc ça s'était inscrit un petit peu là-dedans et ça collait en plus à un anniversaire, donc c'était bien. Donc j'essaie de voilà, trouver des sujets qui collent un petit peu à l'actualité pour donner un petit peu de profondeur historique. Merci, oui. Et en fait, moi, j'ai une vraie question sur cette émission et sur la démarche de manière plus globale, parce que ben, on voit que c'est quelque chose qui a trouvé sa petite communauté. Il y a les fidèles qui sont là ben, un mardi sur deux pour suivre l'émission. Mais globalement, qu'est-ce que ça t'apporte de faire cette émission et pourquoi c'est cette émission? Alors pourquoi? Parce que je pense que c'est quelque chose qui relève vraiment du rôle de l'université en fait, hein. Pour moi l'université c'est un service public d'accès au savoir et d'accès à la connaissance. Et la connaissance en soi, si on ne la comprend pas, ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment de l'accès au savoir. Et donc évidemment, c'est ce qu'on fait avec nos étudiants dans les amphithéâtres, mais je pense que en tant que service public, on a vocation à le faire de manière beaucoup plus large. Donc l'intérêt, moi que j'ai vu tout de suite quand il y a eu la création de Twitch, et tu es la cheville ouvrière de la création de Twitch et à l'initiative de ce projet, de ce très beau projet, c'était le moyen justement de sortir des murs de l'université et d'aller apporter quelque chose. Ça intéressera pas, mais d'aller proposer en tout cas quelque chose à des personnes qui ne sont pas allées à l'université ou qui sont allées à l'université il y a des années et bon, bah, qui sont demandeurs d'avoir un regard universitaire sur ces questions, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde de l'information, bon, on la trouve très facilement, hein, mais c'est d'une information bah, qui n'est pas très contrôlée non plus. Je ne vais pas contrôler l'information, par contre, je vais apporter de l'information qui est basée sur une démarche universitaire, quoi. Voilà. Donc, c'était dans cet état d'esprit que ça a été conçu. C'est vraiment faire sortir le savoir universitaire des murs de l'université. Très bien, merci. C'est vrai que c'était un petit peu un des objectifs aussi quand on a ouvert la chaîne sur Twitch. Voilà, on s'est dit on va peut-être disposer d'un média pour peut-être plus facilement arriver à Oui. sortir des murs, justement. Et donc c'est vrai que Ouais, et c'est puis, bien qu'on s'y retrouve. c'est très bien parce que bon, c'est des choses qu'on faisait sur des conférences de ce qu'on appelle la valorisation de la recherche, hein, mais c'est des conférences où on va justement ouvrir à un monde plus large que la communauté universitaire. La conférence, il y a des contraintes, bien sûr, il y a des horaires imposés, il y a des lieux imposés. Donc la chaîne Twitch permet justement, avec le différé, Oui. avec le distanciel, de toucher des gens qui ne viendraient pas forcément sur les conférences. Oui, c'est vrai. Et c'est là, en fait, moi, j'ai trouvé qu'on retrouve vraiment cette dynamique qu'on a sur Twitch de manière générale. Ben, finalement, ben, j'allume la caméra et puis je fais quelque chose. Et puis ben, les gens viennent s'ils sont intéressés. Et puis bon, c'est disponible en rediffusion Ouais. ensuite. Donc finalement, c'est vrai que c'est une manière assez facile enfin, techniquement, d'arriver à proposer quelque chose. Techniquement, parce que bon, après le contenu, c'est peut-être autre chose. Mais voilà, c'est assez peu contraignant sur la technique et c'est vrai qu'on arrive à proposer quelques petites choses. Juste peut-être une dernière question sur la présentation. Est-ce que tu as une thématique peut-être plus spécifique, enfin de spécialité dans l'histoire du droit? Alors, j'ai une spécialité d'origine, hein, parce que j'ai été formé, enfin j'ai fait une thèse, hein, donc c'était sur l'organisation juridique et politique d'Avignon au XIIe et XIIIe siècle. Donc voilà, je suis à la base historien médiéviste, historien du droit du Moyen Âge, et spécialisé plutôt dans les sources du droit. Donc voilà, j'ai une petite image qu'on peut mettre derrière nous, qui va illustrer un petit peu. C'est le manuscrit, voilà, le type de document sur lequel j'ai l'habitude de travailler depuis ma thèse, donc des manuscrits, hein, des parchemins, puisqu'à cette époque, donc 12e, 13e siècle, le papier n'est pas encore utilisé ou de manière extrêmement limitée dans nos contrées. Du coup, voilà, c'est ce type de documents sont des très beaux documents qui sont assez facilement accessibles en fait. De manière générale, parce qu'ensuite, évidemment, quand on va rentrer dans des choses un petit peu plus précises, avoir le document qu'on cherche, c'est peut-être plus difficile, mais ça, c'est les documents qu'on trouve dans toutes les archives départementales en France, hein, ou les bibliothèques municipales pour un certain nombre d'entre elles. Donc c'est sur ce type de documents que j'ai travaillé, et donc j'avais essayé de reconstituer
l'organisation de d'une ville, la ville d'Avignon, au XIIe et XIIIe siècle, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Avignon, avant l'arrivée des papes, puisque les papes sont arrivés au XIVe siècle. C'était assez intéressant du point de vue de l'histoire des sources du droit. Alors, qu'est-ce que c'est les sources du droit? Les sources du droit, ce sont les différentes origines du droit, hein. Aujourd'hui, les sources du droit, c'est la loi, c'est les règlements qui émanent du gouvernement, c'est la coutume également, la manière de vivre des gens qui créent du droit aussi. Et donc, voilà, l'histoire des sources du droit, c'est aller chercher un petit peu d'où viennent, comment se sont bâties ces différentes sources. Et puis, il y avait un aspect un peu plus d'histoire politique, on va dire, hein, comment fonctionnait une ville. Une ville, c'est une ville moyenne, on va dire, hein, dans le midi de la France à cette époque-là. Et d'ailleurs, il y a un Le Roi de l'Histoire, je crois, sur les... non, pas sur Avignon, hein, mais Ouais, c'était sur le fonctionnement des cités. Oui, parce que en fait, l'histoire des villes au Moyen-Âge, elle est particulièrement intéressante parce que on peut tout à fait considérer que les villes sont des organisations qui ont inspiré l'État, en fait, et qui ont inventé toute une série de techniques qui ont ensuite été récupérées par les États lorsqu'ils se sont construits. Les États sont construits un petit peu en décalé par rapport aux villes, un peu plus tard. Et donc, il y a toute une série de techniques qui ont été mises au point par les villes, qui ont ensuite été récupérées par les États. Et donc là, en effet, il y avait eu une émission Twitch qui était sur le rôle des villes dans la construction du droit international, puisque en fait, ces villes étaient très autonomes, voire quasiment indépendantes, et donc elles avaient des relations, c'était des espèces de relations qu'on pourrait qualifier d'internationales, si tant est que c'est un sens, à cette époque, ça n'en avait pas, mais voilà, les relations entre les villes, ça a inspiré finalement les relations entre les États. Et on trouve encore aujourd'hui dans le fonctionnement entre les États des principes qui sont nés à cette époque. Le principe des hein. ambassades, les principes de respect de la parole donnée, qui sont des bases, hein, du droit international aujourd'hui, c'est des choses qui étaient en place et qui ont été mises en place par les villes à cette époque. Très bien. Alors, je propose qu'on passe à la deuxième rubrique. Je vais peut-être enlever ce manuscrit. Ah oui, j'avais prévu aussi, parce qu'on a, un nouvel outil. Je vous propose une petite vue de l'université en arrière-plan. Voilà, une fenêtre. Une fenêtre. C'est exactement placé à cet endroit qui puisse la bibliothèque. Oui. Hein, exactement. C'est-à-dire C'est-à-dire, elle est là. Si on ouvrait le mur, c'est ce qu'on verrait. C'est exactement ça, oui. On a respecté complètement les orientations. Donc la prochaine rubrique, c'est donc une rubrique qui va s'intéresser à l'utilité des recherches, puisque c'est un thème qui nous a paru intéressant de développer. Et comme pour les habitués, vous savez qu'on a donc un jingle main. Ah. Dis, à quoi ça sert ce que tu fais? Voilà. Est-ce que vous pourriez répondre à ma fille donc, qui pose la question? Aucun enfant n'a été maltraité pour l'enregistrement de Oui, ça c'est ce que vous racontez. Et à quoi ça sert? Eh bien, en fait, ça, même si je l'ai dit, je suis juriste, ça reste une matière historique. Hein, et bon, voilà, mon domaine, c'est c'est l'histoire. L'histoire, c'est ce qui permet de comprendre, le présent. Typiquement, malheureusement, ce sont des questions profondément d'actualité. On voit combien l'histoire est utilisée et mal utilisée, c'est-à-dire instrumentalisée, pour justifier des actes du présent. Et donc, le travail d'un historien, c'est justement de reconstituer ce passé, le reconstituer de manière honnête, de manière objective, le plus objectif possible. On ne peut jamais l'être totalement, pour arriver à éclairer le présent et accompagner au mieux la compréhension du présent. Donc voilà, c'est ça à quoi ça sert. Je pense que c'est fondamental. On ne peut pas... Alors bon, c'est évidemment des choses qui sont des évidences. Hein, on ne peut pas comprendre le présent sans comprendre le passé, sans connaître le passé. Et donc notre rôle, les historiens, c'est de mieux comprendre le passé pour aider le présent et pour aider la compréhension du présent, quoi. Très bien, merci. Donc oui, c'est vrai, bon, là, en plus dans la période actuelle, c'est sûr que c'est quand même quelque chose qui nous parle beaucoup, l'utilité de la recherche en histoire, donc très bien. On a prévu pour la suite, donc comme c'est annoncé dans le titre de la vidéo, l'étude, enfin disons, des explications autour d'une thématique. Et la thématique qu'on a choisie aujourd'hui, c'est celle de la laïcité. Ouais. Donc voilà. Oui, la laïcité, une parce que... présentation de cette thématique. Il y a un jingle là aussi?
Il n'y a pas de jingle. Ah, mince. Ma fille en a eu marre d'enregistrer les sons. Elle m'a dit laisse-moi tranquille. Non, la laïcité, alors juste pourquoi la laïcité? En fait, c'est surtout l'histoire de la laïcité, hein. Alors même si, bon, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, à la base, je suis historien du droit du Moyen-Âge, hein, et je continue à travailler dans ce domaine-là, puisque l'histoire des sources, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. Mais par le biais de l'histoire des sources, en fait, je suis arrivé à la question religieuse, parce que la religion, les religions, ont constitué d'une certaine manière une origine du droit, ont pu jouer un rôle sur la construction du droit européen et français plus spécifiquement. Et donc, par ce biais-là, ça m'a intéressé d'aller creuser dans les religions. Et donc, de fil en aiguille, je suis arrivé aux relations des religions avec l'État. Et bon, quand on parle des religions des relations des religions avec l'État en France, on arrive à la laïcité à un moment ou à un autre. Donc du coup, c'est quelque chose sur lequel j'ai commencé à travailler il y a quelques années maintenant, l'histoire de la laïcité, la construction de la laïcité, et bon, ça implique forcément de s'intéresser aux droits de la laïcité également. Donc, ce qui fait que je fais un certain nombre d'enseignements sur ces questions à l'université de Nîmes On peut ou peut-être ailleurs. signaler qu'il y a un DU qui a ouvert aussi. On a ouvert depuis 2 ans maintenant un diplôme, un DU, un diplôme d'université laïcité et médiation qu'on fait en partenariat avec l'Institut de formation des métiers éducatifs de Nîmes, et donc qui permet de former essentiellement des professionnels aux thématiques de la laïcité, au droit notamment de la laïcité, ce qui peut leur permettre dans leur cadre professionnel d'être des référents sur ces questions, qui sont des questions de plus en plus d'actualité, puisque les questions religieuses sont de plus en plus souvent des questions d'actualité dans le monde professionnel, et donc la laïcité permet d'accompagner tout ça. Donc voilà, c'est vrai que ces questions sur l'histoire de la laïcité et le droit de la laïcité sont des questions sur lesquelles je travaille pas mal en ce moment, et donc ça me paraissait intéressant de l'aborder. La laïcité, typiquement, ça fait partie de ces choses qui sont incompréhensibles si on n'a pas de connaissance sur l'histoire de la laïcité elle-même, quoi. Alors il y a Rose qui nous pose une question. Bonjour Rose déjà. Les contenus que vous produisez pour le droit de l'histoire vous servent-ils également dans le cadre de vos enseignements à l'université? Alors, la réponse, elle est double parce que oui et non. C'est-à-dire que d'une part, il y a mes cours à l'université qui servent pour alimenter le droit de l'histoire. Ça, c'est le cas. Et puis d'autre part, c'est vrai que dans le cadre de le droit de l'histoire, je vais parfois traiter des thématiques qui m'amènent à aller faire des recherches complémentaires. C'est des recherches bibliographiques, hein, parce que le droit de l'histoire, ça reste quand même quelque chose, c'est pas une activité de recherche au sens strict, c'est de la recherche bibliographique essentiellement, mais qui me permettent d'améliorer le contenu de mes cours, c'est certain. D'accord, très bien. Donc effectivement, il y a des liens. Et puis j'imagine que ça va dans les deux sens. Aussi. Oui, Les oui. cours doivent inspirer aussi. Alors, toutes les thématiques s'y prêtent pas, mais sont pas en lien avec les Oui. cours que j'assure, hein, mais par contre, c'est vrai qu'il y en a un certain nombre, ça peut vraiment... Il y a des liens, quoi. Très bien. Et du coup, pour revenir à la laïcité, puisque je pense qu'on n'avait pas terminé, qu'est-ce qu'on devrait retenir si on devait déjà peut-être définir un petit peu la notion? Alors, définir la notion, c'est pas facile parce que un juriste, il s'abrite toujours sur la loi pour aller chercher une définition. Or, on n'en a pas de définition de la laïcité dans la loi. Ce qui fait que ça rend la chose un petit peu plus compliquée. Alors, la laïcité, moi, j'aime à dire que c'est avant tout du droit, parce que là, le problème, c'est qu'on a tendance à voir la laïcité comme une valeur, etc. Non, la laïcité, avant tout, c'est du droit. C'est un ensemble de règles. C'est quelques lois, il n'y en a pas beaucoup, hein, et puis beaucoup de jurisprudence. La jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions de justice qui sont venus compléter en fait ces lois et préciser ces lois sur des cas un petit peu plus précis. Donc la laïcité, c'est du droit. Après, la laïcité, on va la mettre à toutes les sauces, hein, et on le sait aujourd'hui, c'est une thématique politique, ce qui fait qu'on a des gens qui vont dire qu'il faut une laïcité plus dure, plus souple, etc. Bon, bref, il y a toute une série d'adjectifs qui sont mis avec la laïcité. Encore une fois, ça leur appartient, hein, mais la laïcité, ce sont des règles de droit, c'est pas compliqué. Donc il n'y a pas à avoir une laïcité souple, libérale ou plus radicale, ça n'a pas beaucoup de sens. Si on veut faire évoluer la laïcité, il faut tout simplement voter des lois. Voilà. Donc on peut faire voter des lois, hein, et puis une majorité pourrait entraîner un durcissement de la laïcité. C'est vrai, parce que ça reviendra à un durcissement du droit. Mais il n'y a pas aujourd'hui une laïcité qui devrait être plus radicale
elle est ce qu'elle est en fait. Ça veut pas dire, mais le droit est une matière vivante, donc elle pourrait évoluer. Mais à l'heure actuelle, elle est pas, on peut pas dire qu'elle soit plus radicale ou moins radicale, quoi. Ça n'a pas beaucoup de sens, ça. Donc voilà, ça c'est un préalable. Ensuite, si on devait définir la laïcité, il est difficile de la définir de manière globale parce qu'en fait, on a tendance assez souvent, mais ça c'est notre nombrilisme français, à considérer que la laïcité c'est une spécificité française. C'est faux. La plupart des États occidentaux sont des États laïques en fait. On l'oublie souvent. Les États-Unis d'Amérique sont un État laïque, l'Allemagne est un État laïque, l'Italie est un État laïque, etc. Donc il y a beaucoup d'États laïques. Simplement, ensuite, il y a des lectures de la laïcité qui sont variables d'un pays à un autre. En France, notre laïcité, ce qui la distingue, c'est essentiellement le principe de neutralité. En fait, il y a 3 principes sur lesquels est bâtie la laïcité en France. C'est un principe qui est absolument fondamental et qu'on a tendance à oublier trop souvent, c'est la liberté de conscience, qui est inscrite, si vous voulez mettre une petite image, Yannick, si tu veux mettre une petite image, Yannick, on peut mettre la Déclaration des droits de l'homme et citoyens, qui est quand même la base de la laïcité française, même si évidemment le terme n'existait pas à cette époque-là. Parce que dans la déclaration, il est bien écrit qu'on a le droit de... alors c'est la liberté d'opinion, c'est la formule qui est employée par la déclaration, mais on a le droit de croire en ce en quoi on a envie de croire, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de ne rien croire du tout d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment la base, la liberté de conscience. On a le droit en France de croire en ce en quoi on a envie de croire. Et ça va très très loin, parce que ça ne veut pas simplement dire qu'on a le droit d'avoir la religion parmi les grandes religions que l'on a envie d'avoir. On peut très bien croire dans le pouvoir divin d'un arbre ou je ne sais quoi. Ça, on a le droit, ce n'est pas interdit. On a trop souvent tendance à considérer, par exemple, que les sectes, c'est interdit. C'est pas vrai. Les sectes ne sont pas interdites en France par principe. Ce qu'on qualifie d'ailleurs de secte, c'est du langage courant, mais ça n'existe pas du point de vue juridique. La secte, en droit, ça n'existe pas. Donc, du coup, on a le droit de croire dans des choses qui sont assez bizarres. Ça ne pose aucun problème dès lors que ça ne va pas embêter les autres. Donc, la liberté de conscience. Le deuxième principe, c'est le principe de séparation. Là aussi, une petite illustration, c'est la loi de 1905, bien sûr, qui fonde la fameuse loi dont beaucoup connaissent, qui est la loi du 9 décembre 1905, qui pose le principe de la séparation entre les églises et l'État. Ce qui veut dire qu'en France, aucune religion, aucun culte, c'est plus le terme culte qui est un terme correct du point de vue juridique, aucun culte n'est reconnu par l'État. Donc il n'y a pas de préférence pour un culte par rapport à un autre, il n'y en a aucun. Ce qui veut dire que tous les cultes sont possibles, encore une fois, on revient à la liberté de conscience. Mais donc il y a ce principe de séparation qui est assez fort, et là pour le coup, ça va, autant la liberté de conscience c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la plupart des pays occidentaux, autant la séparation on ne le retrouvera pas forcément, puisque dans d'autres pays on a des systèmes de laïcité dans lesquels on va avoir une reconnaissance, on va avoir des cultes reconnus, et qui vont être accompagnés par l'État d'une manière ou d'une autre. Et puis le troisième principe, mais en fait il est lié directement à la séparation, c'est le principe de neutralité, c'est-à-dire que comment se traduit ce principe de séparation? Ça va se traduire par le fait que l'État est neutre par rapport au culte, et donc ne doit montrer aucune préférence, aucune appartenance. Et quand je dis l'État, c'est quelque chose d'un petit peu abstrait, mais ça va se retrouver du point de vue concret à travers les personnes qui travaillent pour le compte de l'État, les fonctionnaires, les agents qui interviennent dans le service public, donc qui doivent être neutres. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas montrer une préférence religieuse, ils ne doivent pas montrer une appartenance religieuse. Donc pas de signes religieux, pas de déclaration qui montre une préférence religieuse, pas de traitement différencié par rapport aux usagers du service public en fonction d'une appartenance religieuse. Alors ça vaut de la religion, mais ça ne vaut pas que de la religion. La politique, la philosophie sont également dans cette neutralité. Mais là, on parle de religion. Donc voilà, ça c'est la neutralité. Neutralité qui ne veut pas dire quand même que l'État ne doit absolument pas s'occuper des religions. La religion n'est pas réduite au milieu privé où on va surtout ne pas la voir. Puisque en effet, parmi les obligations qui pèsent sur l'État laïque, tel que l'État français, c'est également une obligation de veiller au pluralisme religieux. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte, non seulement qu'il n'y ait pas de préférence pour une religion, mais également que tous les citoyens français puissent avoir accès à leur propre culte, y compris ceux qui seraient dans des situations où l'accès au culte serait compliqué. Alors, ça paraît un petit peu abstrait, ça aussi, tel que je le dis, mais une traduction concrète, ça va être, par exemple, la mise en place des aumôneries. La mise en place des aumôneries est une obligation pour l'État, c'est inscrit dans la loi,
Et donc, dans les lieux d'enfermement, les lieux où les gens ne peuvent pas avoir un accès au culte, c'est-à-dire la prison, c'est-à-dire les hôpitaux, c'est-à-dire l'armée, par exemple, ce sont des endroits dans lesquels on doit mettre en place des aumôneries rémunérées par l'État. Alors, la rémunération n'est pas très très lourde, mais bon, il y a des rémunérations de l'État pour permettre aux personnes qui donc ne peuvent pas elles-mêmes, pour une raison X ou Y, aller vers le culte, on amène le culte vers eux, quoi. Et donc, on le voit, la laïcité, c'est pas simplement donc une position de retrait de l'État par rapport à toutes les questions religieuses. L'État surveille, et il y a encore aujourd'hui au sein du ministère de l'Intérieur un bureau central des cultes qui a vocation justement à assurer également cela et la formation aussi aux questions qui touchent à la laïcité. Très bien. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On avait aussi une image sur le concordat, je ne sais pas si... Le concordat, oui, mais on ça va c'est... peut-être aborder ça. ouais, ça c'est... là, on retombe un petit peu sur l'histoire de la laïcité. Parce qu'en fait, la laïcité, je l'ai dit tout à l'heure, on a eu la loi de 1905. La laïcité, c'est un ensemble de règles qui va se bâtir à la fin du 19e siècle, autour de la liberté de conscience, la neutralité de l'État, d'abord à l'école, puis ça va s'étendre petit à petit. Et donc la loi de 1905 est évidemment le moment fort, même si on peut considérer que les premières lois qui touchent au principe de laïcité sont un peu antérieures. Avant la laïcité, on était dans un régime dans lequel les religions étaient soumises à l'État. C'était le principe concordataire. Là, vous avez une image qui représente la signature du dernier concordat qui est connu à France, parce qu'en fait, il y en a eu 2 dans l'histoire. Donc ça, c'est le concordat de 1801. On est à l'époque de Napoléon Bonaparte. Il n'est pas encore empereur, c'est encore un semblant de république. Et donc, il signe un concordat. Un concordat, c'est un traité, en fait, entre l'État et le Saint-Siège, c'est-à-dire le pape, pour organiser la religion catholique, qui était la religion principale à cette époque en France. Et en fait, le concordat, il a été étendu. On va étendre le principe de relation entre l'État et les cultes aux autres religions présentes en France. Il y avait 3 autres religions présentes en France. Enfin, il y avait le protestantisme avec 2 branches du protestantisme et le judaïsme qui étaient présents en France. Et donc, on va avoir un système d'organisation de ces différentes religions par l'État et de soumission, d'une certaine manière, de ces cultes à l'autorité de l'État. Donc ça, c'est le régime qui est mis en place en 1801 et en fait qui prend la suite, d'une certaine manière, de ce qui avait déjà été mis en place auparavant, à la Révolution et même avant la Révolution pour ce qui concerne le catholicisme. Et donc, la loi 1905 vient mettre fin à ce régime-là et introduire un principe de liberté. C'est-à-dire que les cultes, maintenant, ne sont plus soumis à l'État, en fait. Ils sont libérés de l'ingérence, on va dire, de l'État. Et donc, ils peuvent se développer très librement, ce qui permet à chacun d'avoir son propre culte. Il n'y a pas de religion officielle. On a le droit de croire en ce qu'on a envie. Et puis, si on n'a pas envie de croire, eh bien, on ne croit pas et ça pose aucun problème à l'État. Très bien. Merci pour cette approche de la laïcité. C'est vraiment pas une notion qui est facile à aborder parce que justement, il y a beaucoup de choses qui en découlent. Il y a des applications qui sont très diverses. Ah oui. Il y a des conceptions qui sont très diverses, ne serait-ce que si on regarde un petit peu à l'international. D'autres pays qui s'affirment laïcs, qui n'ont pas du tout les mêmes pratiques que nous. Je pense à la Turquie parce que la laïcité, la Turquie, en effet, c'est un pays qui est laïque officiellement parce que c'est inscrit dans la constitution turque. Mais dans les faits, c'est un pays dans lequel la religion, il y a une religion fortement dominante et contrôlée par l'État, qui est le sunnisme, enfin l'islam sunnite hanafite, qui est totalement contrôlé par l'État. C'est-à-dire que les prêches des imams des mosquées financées par la Turquie sont écrits dans les bureaux du Premier ministre, en gros, ou dans les bureaux qui dépendent du Premier ministre turc. Donc, c'est pas tout à fait la même laïcité que chez nous, quoi. Oui, non, mais c'est simplement un petit exemple parce que c'est un pays qui s'affirme laïque, mais les conceptions sont complètement différentes. Et puis, en plus, la laïcité, la conception de la laïcité en Turquie a beaucoup évolué sur les 20 dernières années. Évolué ces derniers temps, c'est vrai. On était sur une laïcité qui était quasiment plus rigide que la nôtre. On a basculé. Non, mais vous avez totalement raison. Il y a un défaut de pédagogie, je crois, en France. Déjà,
à destination des citoyens français qui ne connaissent pas très bien ce principe, qui est pourtant un principe absolument fondamental dans notre société contemporaine. Et puis, un défaut de pédagogie à l'égard de l'étranger aussi. On a pas mal de pays étrangers, je pense, alors plus qu'à la Turquie, je pense aux États-Unis d'Amérique, qui ne comprennent pas la laïcité française. Alors que là aussi, c'est un pays laïque, mais c'est un pays qui est également très religieux, dans lequel la société est très religieuse, ce qui n'est pas le cas de la société française, qui n'est plus le cas de la société française. Et du coup, il y a des incompréhensions qui sont des fois assez étonnantes. On l'a vu à l'époque des procès qui ont concerné les attentats de Charlie Hebdo, notamment de Charlie Hebdo, et puis du malheureux drame qui a concerné le Samuel Paty. Donc là, on voit qu'il y a vraiment des incompréhensions, de l'autre côté de l'Atlantique notamment. Ok, très bien. Si vous avez des questions sur la laïcité, même si ça vient un petit peu plus tard, n'hésitez pas à les poser. De toute façon, on peut tout à fait revenir un petit peu dessus. Donc, je vous propose de passer à la suite de ce petit programme. Alors, c'est un petit peu plus ludique et un petit peu moins sérieux. Pour cette suite, je vais d'abord te remettre ce magnifique joker fait main. Magnifique. Voilà, alors tout simplement parce que la rubrique suivante, c'est la rubrique des questions gênantes. Elles ne sont pas vraiment très gênantes, mais bon. Donc le joker peut être utilisé pour toute question, bien sûr, et le dé décide combien de questions il y aura. C'est un vrai dé. C'est un vrai dé, c'est pas sur fond vert. Et a priori, il n'est pas pipé. Il n'a pas l'air. Une Tout le monde fait un, il est pipé, en fait. Oui. Allez. Bon, les questions sont ouvertes, mais je ne vais pas regarder. Alors, sur quel type de tâche est-ce que tu procrastines le plus? Ah, ça c'est pas mal. C'est pas la première fois qu'elle tombe, mais elle est bien celle-là. Ouais, généralement, c'est les tâches administratives. Je ne vais pas vous le cacher. C'est quoi le titre de la vice-présidence? C'est administration. Mais c'est pas forcément le plus marrant. Mais non, c'est typiquement autant quand on me pose des questions qui sont en lien avec la recherche ou quand c'est des étudiants qui me posent des questions sur les cours ou même leur orientation, c'est des choses que je fais vraiment volontiers parce que ça reste le cœur du métier. Et finalement, c'est pour ça que je fais ce métier-là. Autant c'est sûr que quand je vais pas le dire trop fort, mais notre tutelle, je vais rester suffisamment fou, nous pose des questions. Le live est coupé du coup. Des fois j'ai plus de mal à m'y mettre immédiatement. Oui. Mais il faut le faire. Après mais je dis ça en plaisantant mais c'est vrai que on demande beaucoup à nos anciens chercheurs d'engagement sur les volets administratifs et d'autant plus quand on fait partie de l'équipe de la présidence. C'est quelque chose qui s'est amplifié ces dernières années en fait et c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps qui est dédié aux tâches administratives maintenant et je peux que souhaiter qu'elles soient le plus prises en compte possible dans l'évolution des carrières des enseignants. J'espère que ça évoluera. Oui, c'est vrai que c'est pas trop le cas en ce moment. En dehors de la recherche, il n'y a pas grand-chose qui est pris en compte. Ouais. Donc c'est un peu dommage, surtout quand on est dans une physionomie d'établissement. A fortiori dans un petit établissement comme le nôtre, c'est certain. Ok, très bien. Bon, mais je pense qu'on en arrive au terme de l'émission, à moins que tu veuilles tirer une autre question, mais ce serait pas respecter la règle. Donc voilà, si on respecte les règles. Sauf quand on est juriste, parce que en fait, le risque c'est le recours en fait. Qui pourrait faire un recours? Je pense que là personne. Bon, allez, pour te faire plaisir, parce que je sens bien que je suis un peu déçu. tu es un peu frustré. Tout le monde fait un. Je vais changer le dé. Du coup, c'est la même. Dans quelles circonstances les plus improbables as-tu travaillé? Elles sont pas mal quand même ces questions. Elles sont quand même pas mal. Alors, il y a plein de circonstances improbables dans lesquelles j'ai travaillé. Je vais en prendre 2 ou 3. Avec maintenant, on est dans l'ère de la visioconférence. Et alors, ça arrive assez fréquemment, mais il ne faut pas le dire, que je fasse des visios alors que je suis soit dans la rue, mais ça arrive à pas mal de monde en fait, soit des fois en voiture. Évidemment, je ne vais pas regarder l'écran, mais bon, la visio étant son. Donc ça arrive quand même assez souvent, même je pense qu'on en a fait ensemble dans ces circonstances-là. Oui, je pense aussi. Donc ça, ça fait partie des choses un peu bizarres. le bruit de la voiture quand même.
Pourtant, elle est silencieuse, la Oui, mienne. mais hein, il y a quand même un bruit de fond. Ouais, voilà, il y a un de petit la peu de bruit. circulation. Ouais. Donc ça, après, qu'est-ce que j'ai alors ça remonte à quelques années maintenant, mais ça m'est arrivé 2 fois que les étudiants, parce qu'on a la chance de vivre dans une ville qui est dans le Midi, vous le savez, et donc il fait beau assez rapidement dans l'année. Et il est arrivé 2 fois que je fasse cours dehors, ce qui était très sympa, donc au soleil, sur des espèces d'amphithéâtres extérieurs qu'on a, qui sont, en fait, on appelle ça des amphithéâtres extérieurs, en fait c'est des marches. C'est le Qui, dessus des amphis, c'est voilà. les toits des amphis. C'est en ça, fait, et donc qui ça sont fait des franchis. escaliers, hein, et donc on peut s'installer, on peut s'asseoir dessus, et c'est arrivé 2 fois que je fasse cours là, ce qui était assez sympa, donc avec le beau temps, et des étudiants avec des lunettes de soleil, donc c'est assez marrant, quoi. Et, voilà, et puis ça m'est arrivé, je crois que ça a dû m'arriver une fois, que j'ai eu des petits problèmes pour faire garder ma fille, et donc que j'ai fait cours avec ma fille. Je me souviens d'un cours où elle était toute petite, hein, elle devait avoir 3 ans, et donc elle était avec moi pendant... ça a duré 1 heure, hein, c'était un tout petit cours, mais bon, au début ça allait à peu près, j'arrivais à la tenir en lui faisant des dessins, et puis ensuite elle a passé son temps à courir entre les tables des étudiants. Donc évidemment, autant vous dire que le cours n'a pas été forcément le cours le plus efficace de l'histoire, mais voilà, c'était assez marrant et c'était un souvenir. Je crois que les étudiants, ils avaient bien aimé. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ça apporte un petit peu de légèreté Oui, dans oui, le oui. quotidien. Ouais. Donc, c'est toujours bien. On a Saronette 30 qui nous dit merci à vous de vos précisions et de votre bonne humeur. Et merci pour ce message. C'est gentil, mais ça, la bonne humeur, c'est surtout Yannick. Hein. Oui, Avec Yannick, alors que on a Nicolas- toujours la bonne humeur. Hein. Alors que Nicolas, c'est. Moi, je suis pas marrant. Enfin, il faut suivre le roi de l'histoire. Hein. Il faut s'accrocher, hein, des fois. C'est terrible. Hein. Non, c'est pas vrai. Ah, Non, des fois, c'est pas très marrant. non, Hein. les thèmes sont pas très marrants, mais c'est toujours dans la bonne humeur. Donc, moi, j'aime bien regarder. J'aime bien regarder. Toutes les thématiques, j'accroche pas avec toutes les thématiques, mais c'est de la thématique. Mais moi, j'aime bien. Je trouve qu'au contraire, et puis quand il y a un invité en plus, je trouve que c'est bien de C'est voir. vrai qu'on parce pourrait que- vous poser des questions. Tiens. Des questions sur quoi? Est-ce Non, mais que moi, c'est la Slovénie qui s'est déclarée indépendante avant la Bosnie ou l'inverse? C'est en Afrique, ça, du coup? Oui, C'est- d'accord. juste à côté Ouais. C'est à côté de l'Ouganda. Oui, du Canada aussi en Afrique. Ok, voilà. Mais c'est bon, j'avais la ref. Donc c'est la Voilà. Bosnie. Parfait. Amy, 19 18 20, qui nous dit merci pour les explications sur la laïcité. Avez-vous un endroit pour être au courant des thèmes des prochains lives? Oui, alors Amy, si vous êtes à l'université toutes les semaines à peu près, on a un mail qui part de chez moi, qui informe de la programmation de la semaine, parce qu'on n'a pas forcément une visibilité sur les thèmes à plusieurs semaines. En général, on sait une semaine ou deux avant, on sait à peu près ce qu'il va y avoir. Sinon, il suffit de nous envoyer un mail à twitch@unim.fr, on vous intègre aux listes, et voilà, comme ça vous aurez les infos. Parce que non, la programmation sur la page Twitch est pas à jour parce ça fonctionne pas super bien. Je ne suis plus à l'université, envoyez-moi un mail Amy à twitch@unim.fr et je vous intégrerai. Et comme ça vous serez dans les listes de diffusion. Bon, c'est valable pour les autres aussi, il n'y a pas de souci. Mais notre public est quand même plutôt interne à l'établissement. Bon, après, mais il n'y a aucun problème, vous avez le droit de regarder. Mais oui, avec plaisir, c'est pour ça qu'on le fait. Hein. Mais voilà. Après, on a une page web, hein, sur le site web de l'université, il y a une page Twitch qui est relativement à jour quand même sur les diffusions, donc faut pas hésiter aussi à la consulter. Ok, donc on va passer à la dernière rubrique de l'émission, qui est la rubrique page blanche, où en fait on vous donne. J'ai pas utilisé Joker. Non, ça a été vraiment. Bon, après les questions en général sont pas trop gênantes. Donc la rubrique page blanche qui est... Ah, une dernière question. Et après on passe à la rubrique. Comment gérez-vous votre temps avec toutes ces différentes missions? Des conseils. Rose... Comment je gère mon temps? Des conseils. Très mal. Il faut voir le gère très mal. les heures de réception des emails de Nicolas pour se donner une idée. Non, c'est pas évident. C'est pas évident et du coup, malheureusement, on est obligé de faire un certain nombre de choix de temps en temps, en fait, parce qu'on n'arrive pas à tout faire. C'est certain. Et du coup, on est dans l'urgence. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, il y a trop de choses. Après, comment je gère? En fait, j'essaie de... si vous voulez, il y
y a un vrai un vrai problème aujourd'hui, c'est le problème des gestions des mails. On a des avalanches de mails en fait. Et moi, je peux recevoir, il y a des journées où j'en reçois une centaine. C'est impossible à gérer si on essaie de répondre tout de suite. Bon, ça arrive de temps en temps, je suis devant l'ordinateur, j'ai un mail, donc je réponds aux mails, mais la plupart du temps, en fait, j'essaie de renvoyer les mails à des moments où je sais que je vais pouvoir travailler sans que justement je reçoive de mails. Et donc, alors, de fait, il y a des gens qui travaillent le soir. Moi, le soir, j'essaie de me le réserver pour ma vie privée quand même. Du coup, je travaille le matin, un peu tôt. Et du coup, là, pendant 1h30, 2 heures, j'ai la possibilité de répondre aux mails de la veille, ce qui me permet pendant la journée de faire autre chose et de me consacrer aux différentes activités que je dois mener. Après, le problème, c'est que voilà, il y a ce travail administratif, il y a les cours, et donc travailler sur arriver à se poser pour faire un petit peu de recherche, pour lire, parce que c'est quand même la base de notre métier aussi en termes de recherche, j'essaie de me bloquer des demi-journées en fait et de les bloquer dans mon agenda. Donc s'il y a des conseils, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un agenda qui est bien, parce que quand on a beaucoup de choses à faire, il faut avoir un agenda bien strict, bien déterminé, et de vous bloquer des plages horaires, parce que si vous vous dites bon, ça je le verrai quand j'aurai un petit peu de temps, vous le verrez jamais en fait. Donc il faut vraiment arriver à vous bloquer des demi-journées ou des journées entières quand vous en avez la possibilité, pour vraiment vous consacrer à quelque chose en ayant la tête reposée, sans être parasité par d'autres questions. Et là, ça permet d'avoir le temps de réfléchir un petit peu, quoi. Sinon, réfléchir sur 1 heure, se poser sur 1 heure, c'est quasiment impossible. Ouais. Merci pour tous ces conseils. Moi, pareil, pour les mails, je les repousse aussi vers la corbeille pour qu'ils me prennent moins de temps. C'est une solution. Ça marche très très bien. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que ça engage pas pour plus tard. Ouais. J'embête pas le Yannick du futur, quoi. Non, c'est bien. Il peut pas y avoir de Yannick du futur. Il n'y a qu'un Yannick. C'est ça. Oui, mais celui de dans 2 semaines qui devra gérer le mail, j'ai pas envie de l'embêter. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Ça s'appelle, ça évite de procrastiner. C'est ça. Ah oui, à moi, zéro procrastination pour Ouais, tout est fait tout de suite. Tout est immédiat. La corbeille tout de suite. Même créer un petit logiciel automatique où Très bien. ça glisse, c'est hyper efficace. Donc, dernière rubrique. Alors, ceci est une blague. Hein. Si le chef me regarde, non, je traite les mails. Hein. Me virez pas, s'il vous plaît. Dernière rubrique qui est celle de la feuille blanche. Donc, on propose à Nicolas soit d'écrire quelque chose, soit de dessiner quelque chose pendant que je clôture l'émission et que j'annonce les prochains lives. Donc c'est parti pour la petite séance dessin ou écriture. Il faudra juste le signer à la fin pour qu'on puisse les compiler et les vendre aux enchères. On va créer des NFT pour ceux qui sont... Des NFT. Les NFT, c'est des trucs numériques que je connais pas bien, mais on va pouvoir... Vous faites le mariole, mais en fait... Je pense qu'il y a de l'argent à se faire avec les dessins des vendredis de la recherche. Donc, pour ce qui nous concerne, la semaine prochaine, c'est la semaine blanche à l'Université de Nîmes. Donc, a priori, pas de live. Si ça se décide un petit peu au dernier moment, vous recevrez donc les infos. Mais a priori, il n'y a rien de prévu. On se retrouve donc le lundi, qui sera le 7, si je me trompe pas, le 7 mars, entre midi et 2, avec Fabula Iuris de Diego Teles da Silva, qui va nous parler des contes de fées, des relations entre le droit et les contes de fées. On aura un vendredi de la recherche aussi, donc le vendredi de la semaine de la rentrée. Et donc le roi de l'histoire... Le prochain le roi de l'histoire, c'est le mardi de la rentrée, donc le 8 mars, si je me trompe pas. D'accord, donc il y aura Fabula Iuris et le roi de l'histoire la même semaine. On va avoir une grosse semaine. Là, oui. Ouais. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'histoire de la vaccination avec Axel Cadière qui nous parlera de l'histoire de la vaccination. Qui était avec nous il y a 15 jours. Voilà. Non, il y a une semaine. Axel, c'était pour les femmes. Oui, c'était il y a pas longtemps. C'était le 18, oui. Le temps passe très vite. Le 18, on avait parlé des levures et de la fermentation. Parfait. Très bien. Très important. On avait parlé d'alcool. Hein. Du coup, moi, c'était beaucoup plus fun que... oui, mais ça vous intéresse, c'est bizarre. Évidemment. Alors, un peu plus que la laïcité, si je dois l'avouer. Ah bah tiens, voilà. Voilà, bref, bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci Nicolas, c'était vraiment un moment super agréable et on a appris plein de choses. Merci à toi, Donc, c'était vraiment avec plaisir.
Et puis à tout le monde, on vous souhaite de bien finir la semaine et de bonnes vacances si vous en prenez un petit peu. Et on se retrouve, nous, à la rentrée. Donc à bientôt tout le monde. Et, Du coup, je montre pas ce que j'ai écrit. Ah mais si! Oh là là! C'est terrible, faut montrer à cette caméra. Alors, c'est un message parce que Ah là, je dessine très très mal. Donc du coup, c'est un message, mais c'est un message que j'aimerais que tout le monde comprenne parce que c'est la clé de tout. Voilà. Hop, pour moi, c'est une espèce de devise. Donc savoir, c'est pouvoir. Voilà, ça se dit. Hop, j'essaie de le mettre droit parce qu'en fait, la caméra doit pas être droite. Du coup, j'ai l'impression de pas Ouais, tenir droit. la caméra est peut-être Mais voilà. un peu penchée. Voilà, et donc on a Amy qui nous dit merci, au revoir, Rose aussi, et donc voilà, bon à tout le monde, à très bientôt, Et au revoir à merci tout le pour monde. le dessin que j'avais oublié. Allez, au revoir. Un dessin. Oui, une écriture.